Hello! Bienvenue, on se retrouve aujourd'hui sur la chaîne pour un petit bilan lecture du mois d'octobre. Un bilan qui a été riche en très bonnes lectures et en un peu moins bonnes parce que j'ai deux abandons ce mois-ci. Ça faisait très longtemps que j'avais pas abandonné un livre, alors en plus deux, voilà, ça m'a mis un peu mal. Au-delà de ça, ça a été plutôt un très bon mois parce que j'ai quand même eu sur pas mal de très bonnes lectures un coup de cœur. En plus, je suis assez contente parce que sur la palle initiale que j'avais prévue pour l'automne de manière globale, il me reste aujourd'hui plus que 3 livres à lire, donc j'arrive bientôt à la fin et je suis contente. Vraiment, j'ai réussi à respecter cette palle et ça fait plaisir. Sans plus attendre, on va commencer avec le premier livre. Et on va commencer ce point lecture avec L'héritage des rois passeurs de Manon Fargeton aux éditions Bragelonne. Pour l'histoire, on va y suivre Enora, qui est une jeune femme qui s'apprête à fêter ses 20 ans avec son frère jumeau dans la demeure familiale jusqu'au moment où une bande d'assassins va débarquer et va décimer l'entièreté de sa famille presque sous ses yeux. Elle a réussi à rester cachée et évite le massacre, mais dans la panique et dans l'effroi, elle va ouvrir une faille vers un monde parallèle et elle va devoir s'y réfugier pour éviter une espèce d'ordre de congrégation qui veut absolument la retrouver pour l'assassiner. Voilà pour le speech grosso modo de base. J'avais très hâte de lire ce livre parce que vraiment le résumé était hyper prometteur et en fait on est sur une mini déception. Une bonne lecture dans l'ensemble mais une mini déception quand même parce qu'autant je trouvais que la première moitié du roman était vraiment agréable à lire, ça se lisait très vite, il y avait un côté page turner, on allait de révélation en révélation, vraiment on avait envie de suivre ces personnages, autant la deuxième partie du roman m'a beaucoup moins plu, je me suis beaucoup plus ennuyée parce qu'on a une multiplication des points de vue et en plus comme c'est un one shot, j'ai l'impression qu'il y a des personnages auxquels on s'attache plus que d'autres, qu'il y a des storylines qui sont plus développées que d'autres. Et j'ai eu l'impression finalement que la fin était un petit peu rushée parce que justement on a introduit beaucoup trop de personnages, tous très intéressants individuellement, mais que sur un one shot en fait ça ne marche pas trop pour moi parce qu'il y a trop de caractères différents, il y a trop de personnages différents, il y a trop d'ambiances différentes, il y a trop d'arcs narratifs qui se superposent les uns aux autres, parfois de manière un peu brinque-ballante, donc c'est un peu compliqué à suivre à un moment donné et la fin m'a laissé sur ma faim justement parce que j'avais l'impression que l'autrice savait pas trop comment l'amener et que fallait qu'elle clôture son roman et que du coup elle a donné tous les éléments pour le clôturer et voilà. Et en même temps, vu la fin comment elle est dans ce livre là, j'ai un peu du mal à voir comment elle aurait pu le faire différemment et quelle autre issue il y aurait pu avoir au niveau de la fin, mais ouais, je suis un petit peu déçue parce que j'en attendais beaucoup. Je lirai quand même, il y a une espèce de tome compagnon à cette histoire où on suit un autre personnage qui est introduit ici et qu'on voit très peu, mais je suis curieuse de découvrir ce pan là de l'univers. Donc je retournerai dans les mots de Manon Fargeton parce que je trouve quand même que l'écriture est hyper fluide, qu'elle a une façon d'amener ses personnages et d'amener son ambiance qui est très immersive, mais sur ce roman là ça l'a fait qu'à moitié. On va rester dans la fantaisie, on va rester chez Bragelonne surtout puisque je vais vous parler de Le secret du roi de Marie Valente, comme je vous l'ai dit, aux éditions Bragelonne, qui pour le coup a été une excellente lecture. Pour l'histoire, on va se retrouver à Paris sous le règne de Louis XV où cohabitent joyeusement lycanthrope et loup-garou. Mais pour veiller à ce que aucun être humain normal n'ait connaissance de ces étranges phénomènes, le roi a une espèce de société secrète et il recrute et missionne Hippolyte de enquêter un petit peu sur des trucs qui se trament, qui sont pas forcément très nets. Sauf qu'il se doute pas un seul instant que Hippolyte est en effet une jeune femme et que être une femme épéiste c'est tellement mal vu que elle a pas d'autre choix que de se travestir en homme. Dans son enquête, Hippolyte va se retrouver à coexister avec un jeune écossais indépendantiste et une esclave pirate pour essayer de découvrir ce qui se trame, étant donné que les morts ont une fâcheuse tendance à revenir à la vie dans Paris. Voilà, comme je vous l'ai dit, j'ai adoré ma lecture, j'ai beaucoup aimé l'ambiance, j'ai bien aimé cette manière d'incorporer les lycanthropes et les vampires dans un Paris en fait où rien ne s'y prête. J'ai adoré l'espèce d'ambiance d'époque aussi que je trouve très réussie.
Voilà, en termes d'immersion, j'étais plongée dedans de A à Z. J'avais pas envie de décrocher de ma lecture, je l'ai fini très rapidement malgré le fait que ce soit une énorme bricasse. C'est fluide, il y a un ton très ironique, c'est très léger. Et en même temps, il y a quand même quelques passages un petit peu glauques qui viennent s'y glisser ça et là, donc idéal hein, pour la période automnale. J'ai beaucoup aimé la construction des personnages et leur développement, même si je dois dire que le plot twist, je l'ai vu venir en fait dès le prologue, si je suis complètement honnête, parce que bon, voilà, c'est la période entre la période Louis XV, Louis XIV jusqu'à la Révolution française, c'est une période historique que moi j'aime beaucoup, que je trouve très intéressante à étudier et aussi en termes de potentiel narratif. Et donc j'avais un petit peu deviné dès le départ, en fait dès le prologue, comment ça allait se goupiller et bon bah ça a pas loupé. Mais c'est pas grave, j'ai bien aimé la manière dont c'était amené. J'ai bien aimé le personnage d'Hippolyte que je trouve très moderne pour son époque. J'ai aussi beaucoup apprécié le fait qu'on n'ait pas de romance, ou en tout cas qu'elle n'arrive que très tardivement et qu'elle est même suggérée. Ça fait du bien de lire un truc où il n'y a pas de romance pour une fois. Et je lirai le tome 2 avec grand plaisir, il est déjà dans ma wishlist. On va rester dans l'ambiance automnale avec Un automne pour te pardonner de Morgane Moncomble aux éditions Hugo Roman. Pour l'histoire, on va y suivre Camélia qui est une jeune étudiante en droit et qui, alors qu'elle rentre chez elle un soir, va se retrouver accostée par une dame qui va lui demander si elle ne connaît pas un certain Rory. Et Camélia va lui répondre que oui, effectivement. Et pourquoi? Qu'est-ce que Rory lui veut? Parce que Rory était la personne qui la terrorisait quand elle était au lycée. C'était un harcèlement scolaire assez brutal. Et Camélia n'a pas très envie d'entendre encore parler de Rory, surtout qu'elle le voit de temps en temps à la fac et que quand ça arrive, elle préfère détourner le regard. Et là, la madame va lui annoncer que Rory est mort et qu'elle est conviée à la lecture de son testament. Camélia comprend pas pourquoi, mais sa curiosité l'emporte et elle s'y rend pour découvrir que Rory lui a laissé une lettre. Il a laissé une lettre à Camélia, mais pas uniquement, à ses anciens amis. Et Camélia va vite se rendre compte qu'il manque une personne très importante à cette soirée de lecture de testament, Lou, qui est le meilleur ami de Rory. Et elle apprend qu'il est accusé de meurtre. Et elle apprend que c'est lui qui est accusé du meurtre de Rory. Là va s'en suivre une enquête pour essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce que Lou est réellement coupable ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre qui a assassiné Rory? Donc vous l'avez compris, on est vraiment sur une espèce de grosse enquête. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que on a le côté enquête, mais côté enquête avec un jeu de pistes où en fait Rory laisse des indices disséminés à droite et à gauche pour que ses amis remontent jusqu'à la vérité. Et j'ai trouvé cette partie absolument passionnante, absolument bien menée. C'est prenant. J'ai lu ce livre en une journée. Je l'ai commencé un soir, je l'ai fini le lendemain et je me suis forcée à dormir parce que sinon j'allais y passer la nuit. Maintenant, c'est pas un coup de cœur parce que j'ai pas plus que ça réussi à m'attacher au personnage. Voilà, j'ai trouvé que la chimie n'y était pas entre les deux, j'ai eu du mal à croire la romance. J'ai eu du mal du coup à m'attacher à cette romance. Je trouve le personnage notamment de Camélia assez détestable pendant une très grande partie du roman. Lou est plus un personnage complexe, intéressant à suivre et intéressant dans son développement, mais Camélia c'est vrai que j'ai pas du tout accroché et j'ai pas très bien compris le pourquoi du comment est-ce qu'à un moment ils finissent par tomber amoureux. Je trouve que ça vient un petit peu comme un cheveu sur la soupe, et j'ai été un petit peu déçue de ce côté là. J'ai également été un tout petit peu déçue du plot twist parce que je l'avais senti venir aussi, arriver à peu près la moitié du roman malheureusement, et ça m'a pas donné d'effet waouh. Donc voilà, c'est pas un coup de cœur, c'est une excellente lecture. J'ai très hâte de me plonger dans la suite que je lirai cet hiver, vous vous en doutez, parce que c'est vrai que je trouve les amis de Camélia sur qui les romans vont se concentrer beaucoup plus intéressants, en tout cas pour les histoires qui se profilent, et ces histoires me donnent très envie. On va passer à ma première déception du mois et surtout à mon premier abandon du mois. Il s'agit de Babel de R.F. Kuang. Je suis tellement déçue parce que si vous avez vu la vidéo dans laquelle je présente ce roman, vous saviez à quel point il me tardait de le lire et à quel point j'avais des grosses attentes dessus, et ça l'a pas fait. Ça l'a pas fait, je l'ai abandonné à peu près à 60% du roman. Pour l'histoire, on va suivre Robin qui est originaire de Chine et dont toute la famille est morte de maladie. Il va se faire recueillir par un professeur anglais qui va lui apprendre l'anglais, qui va lui apprendre le latin, qui va lui apprendre le grec,
qui va lui apprendre plein d'autres choses et plein d'autres langues jusqu'à ce que Robin intègre Oxford et notamment Babel qui est l'institut de traduction. Sauf que très vite Robin va comprendre qu'il se trame des choses un peu étranges. Le problème que j'ai eu avec ce livre, c'est que je pense que c'est la manière dont on me l'a vendu. On m'a vraiment vendu ça comme une fantaisie historique et autant le côté histoire, je le retrouve à 100%. Le travail de recherche, le travail d'explication, le travail de création de l'univers qui a été fait sur ce livre, il est dantesque, il est absolument incroyable. Il n'y a rien à dire dessus. Les thématiques, elles sont hyper fortes, elles sont hyper importantes. On y traite de plein de sujets sociétaux qui sont faits avec justesse et qui sont extrêmement bien amenés. Maintenant, une fois que ça s'est dit, j'ai pas retrouvé le côté fantasy. Mais alors, pas du tout. Autant le côté histoire, je vous le dis, on l'a. Mais on l'a peut-être un peu trop. Moi j'ai eu l'impression pendant plus de 60% du roman de me prendre un cours d'histoire dans la tête, mais pas de manière très agréable quoi. Il y a énormément de notes de bas de page qui sont essentielles à l'histoire et qui font partie de l'histoire, mais il y en a trop. Ça part dans du très détaillé, et il y a beaucoup de fois où j'ai été perdue. Et quand les notes de bas de page se multiplient, ça m'a à un moment donné aussi fortement agacée. Ce qui n'a pas facilité la chose et j'ai préféré l'abandonner plutôt que de sombrer dans une panne de lecture qui, je le sentais, allait arriver si je persévérais avec ce livre. Voilà, donc énorme déception parce que j'en avais des grandes attentes, parce que je sais qu'il y a eu des retours extrêmement positifs sur ce livre-là. Maintenant, ça l'a pas fait avec moi, voilà, j'ai pas accroché. Ça arrive, c'est pas grave, c'est pas à cause que moi il ne m'a pas plu qu'il ne vous plaira pas. Donc laissez-lui sa chance quand même si le synopsis vous intéresse. Ensuite, passé la déception, j'avais besoin et j'avais envie d'un livre et d'une lecture un peu plus légère. Alors je me suis dirigée vers Beware the Villainess de Berry Soda Ice et Blue Cana, donc un webtoon qui est paru aux éditions Coda, donc qui est la branche webtoon d'Albin Michel. Pour l'histoire, on va y retrouver une jeune étudiante qui se retrouve projetée dans son roman préféré à la place de la méchante de l'histoire. Elle va se retrouver à chambouler absolument toute l'histoire en s'opposant aux 4 prétendants qui courtisent l'héroïne du roman. 4 prétendants qui sont tous plus toxiques les uns que les autres. Donc voilà, une lecture très légère, j'avais vraiment besoin de ça, c'était pas prise de tête. C'était assez addictif sur les bords, j'ai beaucoup ri, je trouve les dessins vraiment absolument incroyables. Et l'histoire relativement prometteuse, donc ça reste un premier tome, je lirai la suite avec grand plaisir. Surtout qu'on n'a pas vu en fait finalement tous ces prétendants. Revigorée par cette excellente lecture, je me suis dirigée vers un autre livre de ma pile à lire qui me faisait extrêmement envie. Et il s'agit de Rainbreaker de Victoria Aveyard qui est paru en français aux éditions de Saxus. Et bah pas de bol, deuxième DNF, vraiment je les ai enchaînés presque coup sur coup et ça m'a pas laissé un goût très agréable. Pour l'histoire on va suivre plusieurs personnages dont les destins vont se croiser pour mener à bien une quête. Je suis absolument incapable de vous en dire plus parce que j'ai l'impression qu'on n'a pas réellement d'intrigue dans ce premier tome. Et pourtant hein, je me suis accrochée, j'ai DNF à peu près à 70% du roman. Mais ça l'a pas fait. Ça l'a pas fait et pourtant c'était prometteur. On avait un prologue où on était directement dans l'action qui nous promettait de très belles choses pour au final que ça traîne en longueur et qu'on apprenne rien sur rien, que les personnages fassent un pas en avant, 4 en arrière et qu'on passe toute la durée du roman à tourner en rond. Et c'est dommage parce qu'on a un univers qui est là aussi très prometteur, qui est extrêmement bien fourni. On a un système de magie qui est hyper intéressant, on a un système politique avec des manipulations qui sont aussi assez intéressantes à suivre. On a des royaumes dont on a envie d'en savoir plus. Il y a plein de belles choses, il y a un world building qui est vraiment hyper bien construit et à côté on a des personnages auxquels on n'a pas envie de s'attacher, qui sont presque des coquilles vides. Il n'y a pas de personnalité, vraiment c'est l'action, il se passe rien. Il se passe rien en fait dans ce roman et c'est le problème.
c'est qu'on a un très bel univers, voilà, on a un très bel emballage et on a un carton vide quand on a fini de tout déballer et ça laisse un sentiment très amer dans la bouche, donc je ne lirai pas la suite. Je poursuivrai pas ma lecture de ce premier tome et je lirai certainement pas la suite. On va poursuivre avec un livre audio que j'ai écouté ce mois-ci. Il s'agit de Binding 13 de Chloe Walsh qui est paru aux éditions Chatterley. Et là, c'est mon coup de cœur du mois. Vraiment, j'ai adoré cette lecture de A à Z. On va y suivre Shannon qui est victime d'un harcèlement très poussé, très violent dans son lycée en Irlande au début des années 2000. Et à un moment donné, c'est le coup de trop qui va la pousser, enfin qui va pousser sa mère à la changer de collège. En plus, Shannon évolue dans un environnement familial où c'est pas la joie non plus parce qu'elle a une mère démissionnaire et un père alcoolique violent et des petits frères dont finalement elle et son frère les seuls à gérer correctement. Elle va se retrouver au lycée de Tommen qui est un lycée privé, un lycée de riches, et là-bas elle y retrouve deux de ses amis d'enfance, mais surtout elle va faire la rencontre de Johnny Kavanagh qui est le joueur star de l'équipe de rugby local et qui surtout est promis à un brillant avenir de joueur professionnel. Et vous vous doutez bien qu'il va y avoir une petite romance là-dedans. Vraiment, c'est un livre qui est extrêmement long. Quand je vous dis qu'il est extrêmement long, c'est qu'il fait plus de 800 pages. 800 pages pour une romance, c'est énorme. Et pourtant, j'ai été prise de A à Z. Rarement une romance m'a tiré des larmes aussi rapidement parce que vraiment, les premiers chapitres, j'étais déjà à moitié en train de chialer. Et la fin, n'en parlons pas. On est sur une romance qui est hyper tendre, hyper bienveillante, hyper douce, en dépit des thématiques quand même très crues et très violentes qui sont abordées à plusieurs points du roman. C'est pour ça que c'est pas forcément à mettre entre toutes les mains. On est certes sur une romance entre deux adolescentes, pourtant je ne vous dirai pas que c'est du young adult, très loin de là, mais c'est agréable. C'est évidemment pas un roman qui est sans défaut, loin de là, vraiment très loin de là. Il y a quand même quelques poncifs du genre de la romance qu'on retrouve, et il y a quand même quelques espèces de niaiseries par-ci par-là, notamment parce que je pense que ce sont des adolescents et que voilà, on n'y échappe pas. On n'échappe pas aussi à une héroïne qui a un petit peu tous les traits de l'héroïne de romance classique, timide, réservée, bon, fait aussi par ses traumas, hein, ça s'explique beaucoup par ça. Et elle prend de la confiance plus le roman avance. Par contre, on a un personnage masculin qui est aux antipodes du personnage masculin qu'on retrouve traditionnellement en romance, où vous le savez, on a très souvent le cliché du bad boy, tombeur, arrogant, qui joue avec les limites. Non, là vraiment, Johnny, il est hyper respectueux, il est profondément gentil, profondément bienveillant. Il a le syndrome du chevalier et sur son cheval blanc, ça pareil, il y coupe pas, mais au-delà de ça, c'est une romance qui est très belle, qui prend son temps, forcément avec 800 pages, et où on passe vraiment par absolument tous les stades. Et moi, ça m'a conquis de A à Z, vraiment. C'est très loin d'être un roman parfait, mais c'est ce qui finalement le rend encore plus beau. Et la fin, mon dieu, cette fin, heureusement que j'avais le tome 2 sous la main. Et en parlant du tome 2, j'ai enchaîné avec Keeping 13, hein, toujours de la même autrice, que j'ai un tout petit peu moins aimé que son premier tome. Ça reste une excellente lecture, c'est toujours une brique, mais j'ai trouvé voilà, qu'on traînait un peu plus en longueur, qu'il y avait des passages qui auraient mérité d'être coupés, qu'on tournait un petit peu en rond, qu'il y avait quelques redites du premier tome. Mais au-delà de ça, j'ai toujours pris autant de plaisir à suivre Shannon et Johnny, mais aussi tous leurs amis. Les personnages secondaires ont une énorme importance dans le récit. Il y a des tomes qui leur sont consacrés, que je lirai évidemment, mais ce qu'on aperçoit d'eux dans ces deux premiers tomes, c'est très prometteur et ça me donne très envie de les suivre. Je m'y suis déjà énormément attachée, donc j'ai très hâte de continuer cette saga. Dernier livre de ce bilan lecture du mois d'octobre, et c'est ma dernière lecture du mois. Il s'agit de The Serpent and the Wings of Night de Carissa Broadbent, qui est paru en français sous le titre Le Serpent et le Descendant de la Nuit, qui a été une excellente lecture, vraiment. Je savais pas quoi en attendre parce que j'ai toujours une petite peur quand il y a des romans qui sont encensés
par les réseaux sociaux parce que je mets beaucoup trop d'attentes généralement et que très souvent je me retrouve déçue. Donc celui-là, je suis partie en me disant au mieux c'est une lecture sympa, mais ça cassera pas trois pattes à un canard et c'est ok. Au final, je rejoins la hype, c'est une très bonne lecture. Pour l'histoire, on va y suivre Oraya, qui est une jeune humaine qui a été recueillie il y a quelques années de ça, quand elle était petite, par Vincent, qui est le roi des vampires, qui est le vampire le plus respecté. Et Oraya va se retrouver à participer à un espèce de jeu mortel en compagnie d'autres vampires. Le but étant de remporter ces jeux, et si vous remportez ces jeux, vous rencontrez la déesse et elle vous accorde un souhait. Oraya, évidemment, son souhait le plus cher, c'est d'arrêter d'être une victime, d'arrêter d'être une proie parmi ces vampires. Et afin de survivre, elle va se retrouver à faire alliance avec un autre vampire du nom de Rain. Voilà, je vous en dis pas plus. J'ai adoré l'ambiance, j'ai adoré le côté très dark de l'univers. Vraiment, il y a des thèmes dans ce livre qui sont abordés, qui sont assez glauques. Ça se ressent. Il y a des passages qui sont assez sanglants aussi. Mais perso ça m'a pas dérangé, voilà, j'étais dans ce mood pour lire ce genre d'histoire et c'est ce qui m'a été servi. J'ai vraiment beaucoup aimé la construction des jeux. Évidemment on peut pas s'empêcher de faire le parallèle avec Hunger Games, mais je trouve que c'est quand même relativement différent. On est plus sur des jeux aussi qui jouent énormément avec votre mental. On est sur des trucs qui sont un petit peu malsains aussi, c'est pas de la violence pure et dure comme pour Hunger Games. Je l'ai trouvé extrêmement addictif, je l'ai trouvé très bien construit et j'ai très hâte de lire la suite, surtout vu comment ça se termine. J'ai ouï dire que la suite était encore meilleure que ce premier tome, donc écoutez, j'ai très hâte. Voilà, on en a fini de ce long point lecture. Dites-moi si parmi ces livres il y en a que vous avez lu, et si oui, qu'est-ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à me dire ce que vous aussi vous avez lu en ce mois d'octobre. Nous, on se retrouve tout bientôt. Et sur ce, je vous souhaite d'excellentes lectures. Ciao, bye!